Je t'aime, J-E-T apostrophe A-I-M-E. Oh, oh, oh. Épisode numéro 5, je crois. J'aime Gerjou. Je reçois Jean-Charles Matet, champion olympique de 110 mètres haies, catégorie sous les haies. C'est plus facile parce que moi non, c'est vachement dur parce qu'il faut plonger, se relever, c'est pas si simple. Et pas se cogner la tête. Et pas se cogner la tête. Et moi, je suis Joël Bloch. Parce que personne connaît mon nom. Voilà. Je suis champion de rien du tout. Donc, 30 derniers jours glissants, Jean-Charles. Action. Action. Alors moi, je vais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Hégémonie. Donc, Hégémonie, c'est un jeu où on est là, on représente chacun une faction. Alors, il y a beaucoup de jeux où on est là. Oui, mais on est là pour sauver ce pays-là. Le pays. Le pays, il y a les capitalistes. C'est sûr qu'on va le sauver. Le prolétariat. Le prolétariat, la middle class, la classe moyenne et l'État. Et chacun va essayer de sauver le pays à sa manière. Et c'est celui qui fait le plus de points de victoire qui a gagné. Donc c'est furieusement asymétrique. Voilà. Alors c'est des factions, on a chacun de nos méthodes de gagner et chacun de nos méthodes de faire des points de victoire. Il y a beaucoup d'actions qui sont quand même communes. C'est pas si c'est pas très compliqué. Promulguer des lois, proposer des lois. Proposer des lois, faire. C'est un peu. Il y a des trucs qui sont assez caricaturales de comment faire des choses. Par exemple, les travailleurs vont faire des grèves. C'est caricatural, tu trouves? Ce que j'aime bien, c'est quand tu as 3 travailleurs de la classe, la working class, donc prolétariat, qui travaillent dans la même industrie, ils peuvent se syndiquer. Donc tu crées un syndicat et ce syndicat peut déclencher des grèves et bloquer les entreprises, etc. Ce qui est, il faut le dire, assez représentatif. Non, mais tout est effectivement. C'est très thématique. C'est schématique, mais thématique. C'est ça que je voulais dire par catégorisation, c'est plus schématique. C'est assez bien rendu. Pour l'instant, j'ai fait qu'une partie parce que je n'ai pas encore reçu le jeu parce que moi je l'ai commandé en français. Moi j'ai reçu le jeu, il est dans ma pile de la honte. Je l'ai en anglais parce que j'ai du mal cliquer, je le voulais en français aussi, mais j'y ai pas encore joué. Mais en tout cas, ça rend bien, on rigole. C'est un jeu où on rigole bien autour de la table. Il faut jouer thématique encore une fois. Quand on joue capitaliste, il faut dire on va pas pouvoir sauver tout le monde. Exactement. Et en plus, tu rigoles quand tu formes une entreprise, tu fais et du coup, tu crées du chômage. Enfin bref, c'est drôle. Non, mais en fait, il faut prendre les gens à contre-emploi, c'est-à-dire que les gens qui sont naturellement de gauche, faut les coller dans des rôles de capitalistes et vice-versa. Exactement, comme ça, ils découvrent un peu. Sinon, il peut y avoir vraiment des engueulades autour de la table, à mon avis. Exactement. Et du coup, c'est un jeu ça fait partie de la catégorie jeu en ambiance expert. Et on rigole bien, c'est asymétrique. Les parties sont. C'est pas si long que ça. Nous, on a fait une partie en 2h30. À 4 ? Ouais. Parce qu'il se joue à moins. Alors, à 3, on enlève l'état et du coup, voilà, c'est pas très. Ça change pas grand chose. Non, mais en dessous, il faut mettre des bottes et tout ça. Donc, je pense pas que ce soit fait pour. D'après ce que je disais, tu jouais working class, donc prolétariat contre capitaliste. Voilà. À 2. Non, mais tu peux faire n'importe quelle part parce que tu as des bots pour chacune des factions. D'accord. Donc tu peux faire le setup que tu veux, mais en gros, c'est fait pour être joué à 4. Donc c'est un jeu à 4 et donc chacun a des leviers différents. En tant que, par exemple, moi j'ai joué l'État et du coup, j'ai aidé ceux qui n'avaient pas besoin d'aide. Comme ça, ils le prenaient pas et du coup, ils gagnaient pas les bonus. Alors, les derniers mois, dans la catégorie jeux d'ambiance pour joueurs experts, il y a eu Station Fall, on a parlé de la Familia qui est peut-être entre les deux. Oui, c'est un jeu d'ambiance. On a parlé de John Company. Ouais. En termes de complexité, si tu comment c'est moins compliqué que John Company, c'est un peu plus compliqué que la Familia. Familia, c'est très simple. C'est plus simple que Station Fall. Donc c'est moyen, par rapport au jeu d'après que je vais expliquer, c'est beaucoup plus simple. Je sais. Ouais, c'est suspense. On n'en a jamais parlé dans cette chaîne. Voilà, donc c'est un jeu que je recommande. J'en ai fait qu'une partie, donc je n'ai pas 50 €. J'ai pas beaucoup de retours. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai envie de dire jouer, faire au moins tous les rôles. Et après de voir s'il y a plus. J'ai joué sans les modules. Apparemment, les modules rajoutent beaucoup pour rendre le jeu plus intéressant. Voilà. Donc c'est un retour à chaud comme ça. Oui, et puis moi il faut que j'y joue. Et vu que je l'ai. Oui, comme ça pile de la honte, on en reparlera après. Voilà, donc ça c'était Hégémonie. Ok, donc moi mon numéro 1,
j'en parlais à la dernière mission, on a été interrompu par un problème technique, c'est Origin First Builder, Origins. Alors je pourrais presque l'appeler Torigins parce que il est très similaire à... Il n'y a pas de glitch cette fois-ci? Non, il n'y a pas de glitch, ouais. Mais pourtant je m'en suis pas sorti. Mais il est très similaire à des jeux d'autres séries, enfin des autres jeux de la série Hanté, donc Tabanushi, Tiletum, et tant d'autres. Et tant d'autres. Très fort. Donc c'est du draft 2D où on va faire du placement d'ouvriers qui sont des dés qui vont vieillir à chaque tour. Donc ça rappelle Teotihuacan. Il y a un système de cadrans qui sont les emplacements d'ouvriers où à chaque fois... C'est des aliens. Il y a un thème fort dans le jeu. Je vais y revenir. De cadran où quand on y va, la valeur augmente et il faut que son dé soit au minimum de la valeur du cadran. Bon. Il y a différentes zones de jeu avec les pistes du zodiaque, les vaisseaux, donc l'action principale qui sont les vaisseaux spatiaux. On construit une cité, on va acheter des bâtiments et il y a une piste militaire. Qui ressemble à un cercle. Thématiquement, c'est pour moi l'avatar du jeu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, on va faire du name dropping, qui parlent de Bonfire en disant que c'est n'importe quoi le thème. J'ai entendu quoi, Marrakech, Tabanushi, etc. Là, moi je vois des thèmes à tous ces jeux-là, Bonfire, Tabanushi, etc. Là, c'est un espèce de Frankenstein où il y a des extraterrestres, des signes du zodiaque, une piste militaire, enfin c'est n'importe quoi. Mais il se trouve que c'est agréable à jouer. Les mécanismes sont très intéressants. C'est un jeu qui est passé un peu, enfin, il a fait du bruit en 2021, oui, alors mais il s'est fait complètement démolir à cause de son matériel. Et autre chose. Oui, alors je parle en France. Oui. Alors, si tu... Vas-y, parle. Voilà. Après, on dit que c'est moi qui l'interromps tout le temps. Ben, c'est pour changer un peu. Voilà. Vous nous direz si vous préférez qu'il m'interrompe ou je l'interrompe. Les chiffres sur les cadrans ne sont pas du tout lisibles, donc moi j'ai mis un coup de Posca. En 5 minutes c'est réglé. En 5 minutes c'est réglé. Et les ressources, on a des tokens qui représentent les ressources qui sont très proches. Honnêtement, moi je fais des tas distincts. Ça m'a, même à ma première partie, ça m'a pas gêné. Oui, il n'y a aussi pas assez d'or, mais ça c'est un autre problème. Oui. Le jeu n'a pas eu de succès aux États-Unis parce que c'est l'auteur de Nemesis. Et, ouais, en fait, ça n'a rien à voir. C'est un euro de la catégorie vraiment euro assez sec. Là où Nemesis est entre. Enfin, c'est plus de l'améritrage. Voilà, les gens s'attendaient à un améritrage avec des aliens qui arrivent sur Terre et tout, alors que pas du tout. Mais c'est des aliens qui arrivent en Grèce, mais on ne sait pas tout ce qu'ils font. Et l'un dans l'autre, ça fait qu'il n'a pas eu beaucoup de succès mondialement, alors que le jeu est très intéressant et je dois dire est très technique. Je me suis pris une rouste, c'est-à-dire que je n'ai fait que 2 parties, donc c'est peu. Mais on est là dans j'aime, j'y rejoue, j'ai envie d'y rejouer. J'ai été vexé, j'ai été souillé par ma première partie. Je t'ai donné 150 points dans la tête, non? Oui, mais tu t'es pris 150 points aussi dans la tête, donc je me suis pris 300 points dans la tête. Non, j'ai gagné. Non. Si, je m'en j'ai gagné. Encore une fois, je pense qu'il est le 2e gagnant. Bastien avait gagné. Donc, je me suis pris 200 points dans la tête, et en fait, il peut y avoir des écarts de points qui sont monumentaux et vexant, et moi je suis pas vexé par rapport aux autres joueurs, je suis vexé par rapport à moi-même et j'ai envie de creuser, d'y rejouer pour me dire mais attends, je suis pas aussi stupide que ça quand même. Enfin, je sais que je suis un peu con, mais pas à ce point-là. Et alors on a joué avec l'extension qui est Wonder, et ça. Qui n'est absolument pas indispensable et je dirais même très dispensable. Un des reproches qui a été fait au jeu de base, c'est la soudaineté de sa fin qui peut être déclenchée par plusieurs facteurs, et il y a un des facteurs qui peut se déclencher trop vite, donc on peut vraiment rusher une partie et il y a des stratégies plus longues à installer qui se font systématiquement sabrer. Une des options de l'extension, c'est de dire on joue en un nombre fini de tours avec des tuiles de scoring de fin de tour. Ces tuiles de scoring de fin de tour dans un jeu qui est déjà compliqué, qui est déjà technique en tout cas, amènent de la réflexion en plus qui n'est pas forcément nécessaire. Et ça donne des fausses pistes. Voilà, qui peuvent aiguiller dans une mauvaise direction parce que parfois il vaut mieux ne pas suivre les scorings de fin de partie mais plutôt suivre sa stratégie pour maximiser ses points. Donc si vous voulez
jouer en un nombre fini de tours. Vous n'avez pas besoin d'une extension pour ça. Vous dites je prends le jeu de base et je joue 4 tours ou 5 tours et voilà. Ouais, en plus dans le jeu de base, c'est nous qui choisissons, c'est 4, 5, 6 tours. On choisit. Oui, dans l'extension. Ouais, dans l'extension. Donc, donc vous pouvez choisir 4, 5 ou 6 tours. 6 pour les parties longues, 4 pour les parties courtes, 5 au milieu. Voilà. Donc vous pouvez déterminer. Voilà, mais en tout cas, vous prenez 4 jetons et ça, pour compter vos nombres de tours. Ouais. Donc je parle de 2021, c'est quand même l'année de Ark Nova, Tabanuki et Origin First Builder. Pour moi, 2021, c'est une année de très bons jeux. Et pour moi, c'est des jeux qui, pour moi, vont rester. Exactement, et c'est des jeux, en vrai, les gens, je pense pas qu'il va rester Origin, parce qu'il est déjà, ils vont rester chez toi. Je parle pour moi. Ah d'accord, tu pensais dans la... Non, je parle pas dans le... Moi, je pense que je vais y rejouer. C'est pas un jeu dont je vais me lasser oui, non, mais le truc, c'est qu'ils avaient beaucoup de temps chez eux, les gens, pendant quelques années avant, juste avant, parce qu'ils étaient chez eux tranquilles, et du coup, ils ont plus le temps de développer des bons jeux, je pense. C'est ça aussi qui s'est passé. Il y a eu un facteur où les gens sont restés chez eux plus longtemps, enfin... Je sais pas. Tu sais, c'est très belle. On est tranquille à la maison. Ça aide. Toi, donc, numéro 2. Numéro 2. Alors alors pour ceux qui suivent, j'ai de nouveau un appart où je peux jouer. Et du coup. Tu dors plus chez moi. et du coup, j'ai pu avoir à rejouer à Root. Et du coup, là, qu'est-ce que c'est bien Root. Donc. C'est quel jeu? Root. Tu en as jamais parlé? Pourquoi tu en as jamais parlé? Je le mentionne jamais. Alors, Root, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est. Comme Hégémonie, c'est un jeu ultra asymétrique où on va faire la guerre. C'est un jeu de guerre dans les sous-bois, avec des animaux. Ouais, c'est un peu Happy Tree Friends rencontre Pax Pamir, c'est ça? Oui, bah un peu. Mais du coup, Root, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu où on va se taper dessus. Mais un chat, vous êtes d'accord, ne va pas se battre de la même manière qu'un oiseau. Et un oiseau ne va pas se battre de la même manière que des souris. Donc, c'est totalement logique. Donc chacun va avoir des manières de jouer, des manières de scorer qui sont différentes pour à la fin. Et donc le chat gagne toujours, non? Non. Bah c'est pas thématique alors. Oui, mais les oiseaux. C'est un chat contre un oiseau ou une souris, je peux dire que Tom et Jerry c'est de la science-fiction. Hein. J'ai des chats, et la souris elle a pas une chance. Oui, mais la souris elle peut faire des bombes. Ah. Oui, alors c'est un jeu qui est basé sur un. Alors le thème est caché. Parce que c'est basé sur le thème du grand jeu, la guerre en Afghanistan avec les chasses et les impérialistes anglais. Alors, raconte l'histoire quand même, c'est que Cole Worley, qui est l'auteur de jeu dont on parle souvent, on le mentionne à peu près une fois sur chaque vidéo, a publié Pax Pamir dans sa propre maison d'édition, voulait faire un autre jeu sur l'Afghanistan chez Leder Game. Leder Game n'a pas voulu de ce thème et donc le jeu sur l'Afghanistan a été rethématisé avec des petits lapins et des chats et des souris. Voilà, en gros, oui c'est ça, parce qu'ils avaient déjà ce thème là qu'ils voulaient faire pour un autre jeu qui vont peut-être sortir en caisse l'année prochaine, qui s'appelle PAF, parce qu'ils font que des jeux avec 4 lettres. Et du coup, ils ont réutilisé ce thème là pour faire ce jeu là. Et honnêtement, c'est génial et c'est plaisant. Il y a toujours une manière de s'en sortir, il y a toujours une manière de faire un truc, des coups de. Donc c'est un jeu d'affrontement direct. Hein. Ah, c'est un jeu de guerre. C'est un jeu de guerre. Ce n'est pas, comme certains disent, c'est un faux euro ou j'en sais rien. C'est un jeu de guerre. C'est un wargame. Tu recommandes combien de joueurs? 4. Ok. Ça joue à moins? Alors, si vous avez toutes les extensions, oui, on peut avec Marauder, on peut jouer à 2, avec les Hirelings, que j'aime pas à 4, mais apparemment à 2, ça peut être intéressant. Mais globalement, c'est un jeu à 4, 5. Ça peut jouer à 3, 4, 5. Mais 4, c'est vraiment là où il y a une tension parfaite et un équilibrage qui s'installe. Parce que à 3, s'il y a quelqu'un qui s'envole, c'est un peu compliqué. À 4, c'est vraiment l'équilibrage. Le sweet spot, comment? Le sweet spot, exactement. À 5, ça peut être long, mais si tout le monde sait jouer, c'est. Voilà. Alors, il y a eu un championnat de France il n'y a pas longtemps. Ouais, donc j'ai tourné quelques vidéos. Je vais essayer de faire un vlog, le guide du routard, mais je ne sais pas ce que ça donne encore. J'ai pas encore fini de faire ça. Juste pour info. On est allé dire bonjour à Lionel. Ouais, bonjour Lionel. Juste pour info, si vous y jouez, si vous devez commencer avec Root, prenez le setup de tournoi. Alors ça sera dans la nouvelle extension qui vont sortir, Advanced Setup. C'est trouvable en print and play sur internet.
Bah, on va mettre le lien. On va mettre le lien. Ça rééquilibre des factions comme les religieux lézards. Ça rééquilibre certaines factions et ça permet de faire des débats plus intéressants pour, par exemple, les chats peuvent commencer au milieu du plateau, contrairement à bloquer sur un des coins. C'est ce que Prélude est à Terraforming Mars? Non. Non? Non, c'est juste des setups différents. D'accord. C'est juste, ça change rien. C'est juste que, par exemple, pour certaines factions comme la Révolution des souris, eux, ça change rien dans leur setup parce qu'ils étaient déjà forts. Donc ça rééquilibre? Ça rééquilibre un petit peu parce que le problème, par exemple, les lézards, ils ne peuvent rien faire pendant le premier tour s'ils n'ont pas d'acolytes. Là, ils commencent avec 2 acolytes, donc ils peuvent faire quelque chose au tour 1. D'accord. Donc ça permet que les lézards soient pas à la ramasse. À la ramasse. Donc voilà. Donc c'est un rééquilibrage. C'est un rééquilibrage officiel par Leader Game qui sera dans la nouvelle extension. Si un jour Matago, quand il la feront, on ne sait pas quand ils la feront. En général, ils attendent qu'il y ait 2 extensions pour traduire deux d'un coup pour faire une plus grosse boîte. Donc peut-être qu'ils vont faire une grosse boîte avec les hirelings. Enfin, on verra ce que Matago décide de faire. Et nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, récupérer le print and play si vous achetez le jeu, que vous avez peu importe les boîtes, ça vous aidera et toutes les parties seront équilibrées. Peu importe le nombre de joueurs, ils vous disent combien de cartes rouges. Enfin, il y a un certain nombre de cartes à mettre et ça fera des parties équilibrées. Et donc, a priori, moi, j'ai pas beaucoup joué à Route. Je vais jouer plus à Route. Jean-Charles, c'est ton jeu, peut-être un de tes jeux favoris. Et donc, il ferait partie d'un top 10. Il ferait partie d'un top 10 et donc on va probablement décliner des vidéos sur ce jeu. Ouais, on va essayer de voir comment faire pour faire plein de vidéos. Je sais pas. Catégorie, le guide du routard. Voilà, dites-moi ce qui vous intéresserait sur Route dans les commentaires. Pour voir, pour que je fasse un truc intéressant. Vidéorex, je ne pouvais pas le faire. Il y a Jean-Michel Grosjeu qui l'a déjà fait. Mais voilà, qui vous explique faction par faction. Ça m'intéresse pas forcément. Mais, en lien aussi. Mais dites-moi ce qui vous intéresserait, je verrai ce que je ferai. Alors, à moi. Alors moi, je vais vous parler d'un jeu d'ambiance pour une fois qui s'appelle Decrypto, que tu m'as présenté. Ouais, c'est un de mes jeux préférés. Ouais, c'est très sympa. Que dire? On joue en équipe, on doit faire deviner des positions de mots parmi des mots fixes qu'on a, qui sont inconnus de l'équipe adverse à son ou ses partenaires. Et ces positions forment un code que doit intercepter l'autre équipe. Alors dit comme ça, c'est compliqué à expliquer. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui est compliqué à expliquer. Oui, quand je pitch, en général, le premier tour, c'est un tour à blanc pour que les gens comprennent comment ça marche. Parce que le jeu est ultra simple. Mais il est un peu abstrait dans la manière d'expliquer. C'est un mélange entre Tabou, Codename. Et si Codename était bien? Je trouve que Codename est bien. Oui, mais mieux. Je trouve que Decrypto est mieux. Et en particulier, il est mieux parce que tout le monde joue toutes les équipes jouent en même temps. Il n'y a pas de temps mort du tout. Il n'y a pas de temps mort. Le problème de Codename que j'ai comme Codename, des fois il y a 5 mots. Les gens ils réfléchissent comme ça pendant 20 minutes et ils disent chou-fleur en 1. Ah non, mais de toute façon, il faut interdire les mots en moins de 8. Oui, mais couille 8. On est d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a des gens, ils réfléchissent pendant une demi-heure et ils ne trouvent pas mieux que 1. Oui, mais il faut. Alors, dans Decrypto, normalement, vous avez un temps limité en plus. Oui, là, du coup, une fois qu'une personne a trouvé ses mots-clés, il va tourner un minuteur qui donne plus que 30 secondes à l'autre joueur pour éviter l'analyse Oui, que la partie traîne en longueur. Donc voilà, et du coup, c'est vraiment un jeu qui fonctionne très bien. À 4, 6, enfin, il faut que ce soit un nombre pair, c'est mieux. Mais à partir de 4, ça marche très bien. Oui, charmant. Et clairement, j'ai Codename, j'ai Mot Malin, j'ai Just One, etc. Et je vais me prendre Decrypto qui ne sera donc pas dans ma pile de la honte puisque j'y ai déjà joué. Exactement. Et on va peut-être faire un truc avec tous les jeux de mots. Oui, une émission sur tous les jeux de mots. Oui, peut-être. Peut-être, on verra quand on sera vieux. Alors, là je vais vous parler du sermon. Du sermon. Ah. Un oath. Non, c'est un serment. Serment. Non, c'est un serment. Je parle mal de la France. Oath, O-A-T-H. Un serment. Donc c'est un jeu. Aussi, je suis dans la thématique route, oath, parce que du coup je rejoue à mes jeux que chez moi. Et oath, qu'est-ce que c'est bien? Alors, en une phrase, c'est un Pax non abstrait. J'ai perdu tout le monde. Non, en gros, c'est un jeu où il va y avoir des cartes visibles qui vont être mises dans des terrains et ça. Et il y a un leader charismatique, un chef d'empire.
Et autour de la table, il y a des exilés. Au début de la partie, le chef d'empire a la condition de victoire. Il n'y a pas des sujets déjà dans le départ? Non. D'accord. Il peut y en avoir. Le chef d'empire a une condition de victoire qui donnera à tout le monde. Avoir le plus de terrain, posséder telle relique, etc. Ça change à chaque partie. Les exilés, soit ils peuvent voler cette condition de victoire au chancelier, ou ils peuvent aller chercher des visions et trouver une autre manière de gagner et dire voici comment je suis ils créent un autre empire. Et du coup, les personnes qui faisaient un empire perdent et ça. Et dans ce jeu, l'empire, s'il veut gagner, il doit juste faire passer le temps. Si plus le temps passe, Il joue à jouer la montre. il joue la montre et au bout d'un moment, il gagne. Si les autres font rien, il gagne. Et s'il voit qu'il est un peu submergé, il peut dire toi, t'as pas de chance de gagner. T'as aucune chance de gagner, donc viens de mon côté. Ou est-ce que toi, t'as trop de chances de gagner? Viens de mon côté. Et on peut offrir une citoyenneté. Et quand on offre une citoyenneté, ben, la personne a tous les avantages de l'Empire et a accès à beaucoup plus de combos de cartes. Parce que toutes les cartes qui sont sur place, on peut activer les cartes qui font partie de notre Empire ou de notre... T'as une espèce de création de moteur? Oui. Et c'est un jeu, on n'a que 3 cartes perso. Oui. Alors, je sais pas si le but est d'aller dans le détail, parce que c'est un jeu qui est quand même assez... 30 minutes d'explication. Oui, mais qui est touffu, on va pas y passer 30 minutes là, mais... Mais c'est un jeu qui est d'une jouissivité. J'en parlais à la personne qui... Ouais, c'est un bon mot. Ah ouais, je suis impressionné. Là. Et si j'avais des cheveux, je me recoifferais. J'en ai parlé à la personne qui a participé à la traduction de Oath en français, celui qui était un peu dégoûté de l'erreur, qui a été corrigé. Il y a eu un couac à la sortie du jeu qui a été corrigé au moment où on fait la vidéo. Donc, il m'a dit, pour vraiment comprendre le jeu, il faut 5-6 parties pour voir à quel point on a des leviers. Alors, c'est à noter, moi pareil, il est dans ma pile de la honte, j'y ai pas joué, j'ai vu beaucoup d'émissions dessus, que c'est un jeu legacy, mais pas dans le sens où on l'entend, c'est dans le sens où chaque partie va modifier le setup du jeu, et en fait, d'une boîte de jeu à l'autre, vous prenez un groupe de joueurs, l'évolution du jeu va diverger, et le jeu, la suite de parties raconte une histoire où les joueurs, à la partie suivante, ça se joue en campagne, vont avoir les rôles qu'ils avaient au moment où ils ont quitté la partie précédente. Et c'est en fait un jeu qui va recréer les tensions et les changements, les coups de théâtre au sein d'un empire. Et c'est non pas un jeu d'histoire, mais un jeu, alors je crois que le terme c'était d'historiologie. C'est-à-dire sur l'étude de l'histoire. Exactement. Et c'est pas un jeu narratif dans le sens où il y a des paragraphes à lire. Ouais. Là, il y a, par exemple, moi, mon personnage, il sait qui il est, mais on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son histoire. C'est nous qui avons créé l'histoire. Moi, j'ai joué avec quelqu'un qui s'appelle You. Bah, lui, c'est devenu mon sujet. C'est le sujet You. Et si vous trahissez quelqu'un lors d'une partie, à la partie suivante, il va s'en souvenir. Oui. Donc, c'est un jeu qui va jouer sur les relations interpersonnelles, interjoueurs au long terme. Exactement. Et par exemple, juste pour guider par rapport aux différentes boîtes, moi j'ai joué sur différentes boîtes. Par exemple, ma boîte, l'univers dans lequel on est, c'est un univers avec de la magie, des animaux fantastiques et où on se sent bien chez soi. C'est un peu ça le truc. La boîte de Pablo, c'est un monde fasciste avec plein de mondes démoniaques et tout. Ça rappelle certains quartiers. Et oui, ça rappelle certaines tensions que je vois. Peu importe. Et il y a la boîte de Maxime auquel j'ai joué. Alors là, c'est un monde de hippies avec des animaux. Ouais. Donc vous imaginez des joueurs qui jouent à Civilisation. Et puis vous laissez les univers dériver avec les mêmes joueurs qui vont répéter, qui vont jouer sur des centaines d'années en subjectif. Et ça vous donne des univers qui vont diverger d'une partie, d'une campagne à l'autre, quoi. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que les cartes, en fonction des cartes qui deviennent disponibles ou plus disponibles, il y a des combos de cartes qui sont ultra pétés. Mais tout est ultra pété. Toutes les cartes sont ultra pétées. D'après ce que je comprends, c'est un jeu où il y a du king-making. Oui. Mais c'est l'essence du jeu en fait. Oui. C'est le jeu dont le sujet est le king-making. Exactement, c'est le sujet du jeu. C'est pas un défaut du jeu, c'est un feature. Voilà.
C'est une caractéristique. Parce que concrètement, par exemple, ce qui s'est passé à la dernière manche, moi je m'étais mis en place, je gagnais. Si on ne faisait rien contre moi, je gagnais. Donc quelqu'un en m'attaquant se met en position de gagner parce qu'il y a toujours plusieurs manières de gagner. Donc, et du coup, ce qu'il faut faire, c'est réussir à avoir une position tellement forte que quoi qu'il arrive, on arrive à gagner pendant un tour. Parce qu'il faut un tour complet ou 2 tours complets pour pouvoir gagner. Oui, pour réclamer sa condition de victoire. Exactement. Donc il faut vraiment se renforcer, faire en sorte de pas que gagner. Ah, j'ai gagné, c'est faux. Oui, c'est pas du sudden death, c'est pas une mort subite. Tiens, pouf, et je prends 2 os, et j'abats ma carte et j'ai gagné. Voilà, c'est pas genre j'ai oublié une goutte d'eau, j'ai gagné. Non, ça se fait vraiment. Enfin, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a des gens, si vous voulez jouer uniquement pour gagner et machin, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Oui, c'est un jeu où il faut aimer. Pas forcément. Oui, c'est pas du tout un jeu euro. Hein. Oui, enfin il y a de la gestion de ressources, il y a un truc, mais il y a de l'affrontement. C'est un jeu de guerre encore. Hein. C'est un jeu de guerre, c'est un jeu de négociation. Oui. Et c'est un jeu qui peut paraître injuste et qui peut frustrer, mais c'est ce que raconte l'histoire aussi. Quoi. Exactement. Avec un grand H. Et il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et au pire, si vous voyez que vous pouvez rien faire, proposez vos services à l'Empire. Devenez citoyen. En fait, du coup, ça vous donne plus de trucs. Parce qu'un truc que j'ai pas dit, j'ai pas tout dit, mais par exemple, peut-être pas tout dire. Oui, mais je dis ça. Je regarde ma montre. Mais par exemple, si le soleil se couche. Par exemple, moi, si je suis l'Empire et je gagne en tant qu'Empire et que lui est citoyen et qu'il a la condition de victoire de citoyen, j'ai gagné. Mais en vrai, c'est lui qui a gagné. Et du coup, c'est lui qui devient l'Empire. Combien de temps ça dure une partie? Là, concrètement, et c'était la première partie pour deux des 4 joueurs. Après l'explication de règles, 2h30 oui, en première partie, donc ça peut raccourcir. Et concrètement, je sais, parce que je connais des gens qui y jouent beaucoup, ça passe à 1h30 une fois que tout le monde connaît le jeu bien. D'accord. Parce que le truc, c'est rapide en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que les cartes, on les connaît parce qu'il n'y en a que 6 qui changent par partie. Par partie. Donc il n'y a pas beaucoup de. L'évolution est lente. Donc voilà. Ok. À moins. Numéro 3, alors c'est un jeu... Presse, comment dire en espagnol. il parle couramment le bilingue. C'est le jeu Grand Austria Hotel que j'ai découvert ce mois-ci. J'ai déjà fait 2 parties, la 3e sera la semaine prochaine. Je prends des fessées déculottées toutes les semaines. Je ne remercie pas mon adversaire que je ne citerai pas. Donc, il vient du 9-2 pour ceux qui connaissent. Donc c'est un jeu avec un thème très plaqué, où on va essayer de remplir son hôtel avec des convives. Des convives. On gère un hôtel à Vienne et les convives sont en fait des contrats. Les convives attendent au café et on apprête leur chambre et on les monte dans les chambres ensuite en leur offrant du strudel, du café, du cake et du vin. Parce que les Autrichiens ne mangent que ça. Oui. D'ailleurs, dans la boîte de luxe, il faut manger un strudel en jouant au jeu pour faire un objectif. Oui. D'accord. Donc c'est un jeu où on va rivière de cartes qui sont les convives qu'on va pouvoir mettre dans son café. On va avoir du draft de dés où on lance des dés au départ. Les dés en fonction de leur valeur vont aller sur des actions. Plus il y a de dés sur une action, plus l'action est forte et donc on va avoir un nombre de points égal au nombre de dés sur l'action. Et ensuite on va préparer des chambres, on va récupérer des ressources, donc strudel et compagnie, qu'on va poser sur ces convives pour ensuite retourner les chambres et il y a différentes manières de scorer. Donc tout ça est assez plaqué. Pour moi, c'est l'avatar du jeu de contrat. C'est-à-dire, tu parlais de Tiletum qui était combo le jeu de combo. Là, c'est contrat le jeu de contrat. Les convives sont des contrats. Je prends des ressources pour remplir mon contrat. Il faut que j'ai préparé la chambre pour avoir la possibilité de remplir le contrat, et ensuite j'ai du scoring. Et quand je gagne une carte, ça me permet de gagner d'autres ressources pour faire un autre contrat. Et après, il y a des synergies d'action. On a des employés de l'hôtel qui sont des cartes de moteur. Enfin, il y a différents types de cartes. Il y en a qui vont donner des points de fin de partie, d'autres qui vont donner des bonus à chaque manche, etc. Donc on va établir un espèce de moteur avec ces employés de l'hôtel. Quand les convives vont dans les chambres, donc quand on remplit les contrats, on a des bonus. Il y a des synergies de combos qui vont avoir lieu entre eux, tout ça, qui fait qu'on peut avoir des gros tours et des tours miraculeux, et puis des tours où ça se passe moins bien. Il y a une piste pour plaire à l'empereur.
ce sont les mêmes auteurs, si vous connaissez, que Lorenzo. Et il y a un feeling. Et Debussy Non, Tilletom. Tout à fait. Mais on retrouve beaucoup plus la logique de Lorenzo, où Lorenzo, vous avez des jets de dés qui vont fixer la valeur des ouvriers de chacun. Et en fait, tout le monde va subir des mauvais tirages ou des bons tirages. Là, c'est un peu pareil. Vous allez répartir les dés sur les différentes actions. S'il n'y a pas beaucoup de dés sur une action, tout le monde va en souffrir. Oui. Donc il y a ce même principe et ce côté quand même très vite expliqué, mécanisme assez épuré, donc jeu euro assez sec. Thématiquement, on a dit c'est très plaqué, mais avec pas mal de réflexion, beaucoup d'anticipation. Par rapport à Tilletum, il est beaucoup plus contraint en termes de ressources, donc certains diront qu'il est plus intéressant. Ouais, du coup, on peut pas faire n'importe quoi. On n'est pas en mode. Ouais, c'est pas open bar sur les ressources. Donc moi, je me prends il y a une grosse courbe d'apprentissage, je l'espère, parce que là, c'est comme pour Origine. Je suis sorti souillé de mes 2 parties avec Bast. Je crois qu'il aime ça. Hein. De toute façon, tout joueur d'euro est un petit peu dans le BDSM à un certain degré. Je ne le savais pas. tu es un sadomaso qui s'ignore. D'accord, j'en reparlerai. Et du coup, alors, je vais modérer. Le jeu est hyper intéressant, c'est un casse-tête cérébral. Et j'ai le côté, j'ai envie de progresser sur ce casse-tête. Je peux pas dire que je sois l'éclate quand je joue à ce jeu. Exactement. Moi, j'avais joué il y a quelques années avec. Dans le sens où le plaisir est vraiment très cérébral. Ça se passe pas en dessous, quoi. Quand je joue à Dune, c'est là, quoi. Ouais, l'ambiance. C'est là. Non, mais même c'est à part la partie draft 2D, c'est quand même très solitaire. Hein. Une fois qu'on a choisi son action, je le rapproche aussi d'un autre jeu des mêmes auteurs qui est Newton, où c'est très solitaire. Il n'y a pas beaucoup d'interactions et on est pendant la partie, Bastien dit attends, je fais ci, je fais ça, je l'écoute d'une oreille distraite, je lui fais confiance, je suis dans ma partie et c'est très très cérébral. Du coup, j'ai envie d'y rejouer parce que j'ai envie de progresser. Et il a envie de plus avoir la honte. Voilà, il y a le côté casse-tête cérébral et puis envie de progresser, quoi. On verra combien de temps j'y joue parce que j'ai pas d'effet waouh. Non, mais c'est ce que je disais. Moi, j'ai joué il y a 2 ans avec quand Arnaud il avait reçu la Big Box, etc. On y avait joué plusieurs fois à 2 et à 3. Parce qu'à 3 il tourne, hein, c'est pas horrible. Et au bout d'un moment, on avait l'impression de un peu toujours pareil, quoi. D'accord. Alors moi j'en suis pas là. Oui, non, mais parce que je dirais que si vous avez aimé Lorenzo se joue plus à 3-4 pour être bien dans la bonne config. Si vous avez aimé Lorenzo, prenez Grand Austria Hotel pour jouer à 2, qui va vous donner des sensations similaires, mais à 2. D'accord. D'ailleurs, ce jeu est difficile à trouver. Je mettrai un lien. Moi, j'ai acheté 9 dans une boutique en Hollande ou Belgique il n'y a pas longtemps. Et je vous mettrai le lien parce qu'on le trouve 9 maintenant. Hein. Voilà, moi personnellement c'est un jeu que je refuserais pas d'y jouer, mais c'est pas forcément un jeu que je proposerais, ni même que je me dirais tiens faut que je l'achète. Enfin, oui, je comprends. Si j'ai le choix entre ça et autre chose, je ferais sûrement autre chose, mais s'il y a que ça, je ferais ça. Non, moi je trouve qu'il est intéressant. Il est intéressant dans les règles sont très vite expliquées et il a une très grosse profondeur. Il a un rapport temps d'explication de profondeur qui est très bon, quoi. On est d'accord. Après, voilà. Jean-Charles. Alors, le prochain jeu, c'est Turncoat, ou Renégat en français. Non, Tourne-Veste. Non, ça serait traduit, en tout cas, ça se traduit par un Renégat. Ah, d'accord. Moi, je parle bilingue couramment. Bref. Ce jeu-là, pour vous pitcher en une phrase, c'est Tourne-Veste. Et si Le Roi est mort, c'était extraordinaire. Alors, Le Roi du Mort est un bon jeu. Le Roi est mort est un jeu du même auteur que Brian Boru. C'est un très très bon jeu. Je trouve qu'il est un très bon jeu à 2 en particulier. Voilà, mais. Non, mais je dénigre pas, c'est pour dire que ça c'est bon et ça c'est extraordinaire. C'est parce que c'est. Alors, raconte le contexte quand même. Alors, de comment on a rencontré. Ce jeu-là est distribué pour l'instant par la communauté Route. On les a rencontrés à la finale de Route à Paris. Une personne, hein? Oui, c'est une personne. Alors, pour l'instant, le jeu a été créé par une Suédoise en Suède, parce que voilà, et il y a
Il y en a. Et il y a un mec, et la fille propose le print and play. Et ce genre de route a aimé parce que c'est un jeu qui rappelle Pax Pamir, qui rappelle différents éléments, qui rappelle le Roi est mort, qui rappelle parce que le Roi est mort est très proche d'autres jeux de Paul Warley. Enfin, il y a des liens de filiation qui sont reconnus. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ce mec-là fait des print and play en tissu. On mettra des photos et tout ça. Et d'ailleurs, on mettra un lien pour vous, que vous puissiez l'acheter si vous voulez. Et il nous fait jouer ça, il nous fait tester ça. On a testé ça pendant la coupe, donc la finale du tournoi de route. Et c'est un jeu génial. C'est très bien. Ça joue, contrairement au Roi est mort, ça joue beaucoup. En fait, c'est le Roi est mort qui est streamliné, sans carte, qui est simplifié. Donc le Roi est mort, quand même pour préciser, vous avez une carte de l'Angleterre où vous avez des cartes qui permettent de bouger des factions, vous avez différentes factions. Et en fait, le gagnant à l'issue du jeu, on ne joue pas une faction en particulier, c'est en fonction de l'état de la carte à la fin du jeu, va y avoir des conditions de scoring qui dépendent de l'état et on va déterminer le gagnant. Là c'est pareil, on va avoir une carte un peu plus abstraite où on va bouger des cubes de couleurs qui vont représenter les différentes factions. Il y en a 3 couleurs. Il y a que 3 couleurs, oui, il y a que 3 couleurs. Et on peut, justement, d'où le titre, retourner sa veste, changer de faction, changer d'alliance en cours de route. Et en fonction de l'état du plateau, on va avoir une faction gagnante à la fin du jeu si le jeu s'arrête à ce moment-là. Exactement. Et celui qui a la majorité de cubes dans sa main de cette faction-là va gagner. On commence avec 10 cubes dans sa main et pour activer un cube d'une couleur, il faut dépenser un cube bleu. Donc on s'affaiblit dans cette couleur. Donc on en a moins. Et c'est ce dilemme de dire j'ai beaucoup de bleu, j'ai envie quand même que les bleus gagnent, mais si je dépense beaucoup de bleu, j'ai plus de bleu. D'où le fait qu'on puisse retourner sa veste en disant bon j'ai plus de bleu, le rose est en train de passer en tête, il me reste du rose, bon je vais aller piocher en espérant trouver du rose et je vais bouger du bleu pour l'affaiblir. Moi honnêtement, c'est un jeu. Alors j'attends ma copie à moi, elle arrive. Moi aussi, on l'a tous les deux acheté. On l'a acheté la semaine dernière, il nous les coudre. Et en plus, honnêtement, l'objet est séduisant. Ouais, et concrètement, moi dès que je l'ai, ça c'est typiquement un jeu que j'aurais dans mon sac à dos tout le temps. Oui, c'est hyper transparent. C'est un espèce de pochon que vous roulez, vous avez les pions dedans. J'aurais dans mon sac à dos, et c'est un jeu vu qui se joue en 15-20 minutes. Oui, c'est. Et c'est typiquement, c'est quoi un jeu de société? Tiens. Ouais. Ça se joue au café. Ça se joue au café, ça se joue en 15-20 minutes, ça s'explique en 5 minutes. Oui, c'est très rapide. Soit tu mets un pion là, soit tu mets un pion là, soit tu échanges un pion. Voilà, c'est toutes les règles. Donc le mec, il fabrique les jeux, il reverse de l'argent à la personne qui a créé le jeu, il donne l'argent, il fait des trucs à la main. Franchement, c'est un très beau objet, on le recommande, c'est mon coup de cœur absolu du moment. Oui, non, c'est très bien. Donc, je vais l'avoir dans. Si vous me voyez la prochaine fois que vous me voyez, je l'aurai sûrement dans mon sac. Donc, on pourra y jouer. Enfin, dernier jeu pour moi, c'est un jeu qu'on a testé hier de Intrafin qui s'appelle The Warp, où j'ai bien envie de rejouer. Donc, c'est un jeu qui est donné pour être un 4X. Donc, c'est Explore, Exploit. Exterminate. Non, mais il en manque un. Explore, Exploit, Exterminate et l'autre. On le mettra sur l'écran. Voilà. Expand. Explore, expand. Et act. Voilà. O fait plus un 4X que ça, mais bon, bref, ça c'est pas un 4X, il n'y a pas d'extermination. On a chacun un plateau personnel, on va débloquer son plateau qui va nous permettre de récupérer de plus en plus de ressources et de positionner de plus en plus de troupes sur le plateau. On va effectivement affronter des races, donc tout ça se passe dans un univers de science-fiction, aliens, qui sont soit des troupes neutres, soit les joueurs adverses, et on va remplir des missions. Et c'est le côté intéressant du jeu, un des côtés intéressants, c'est que la victoire se fait en un nombre de points de mission qui ne sont pas que des actes militaires. Et en particulier, en fait, vous avez 3 types de missions. Vous avez des missions qui vont être fondées plus sur les ressources, d'autres plus sur le développement, les constructions de bâtiments ou les niveaux d'amélioration de vos bâtiments, et d'autres sur les conquêtes. Et donc vous pouvez très bien gagner le jeu sans être axé militaire, et je dirais même que le militaire n'est pas la voie la plus facile, parce que pour construire, il faut des ressources. En fait, on a une phase de production et une phase d'action principale. La phase de production, on va avoir des ressources ou des troupes. Pour faire la guerre,
il faut des troupes et des ressources pour jouer sa carte. Tandis que pour faire des bâtiments, il faut juste des ressources. Ouais. Donc la partie développement est probablement plus facile à suivre que la voie militaire. Et en fait, ce qui est un des facteurs intéressants, c'est que bon, chaque joueur va jouer à tour de rôle. Le joueur va produire, puis faire une action principale. Action principale, c'est soit je me développe, soit je combats, soit je vais faire des modifications de terrain. Et sur toutes ces actions-là, les autres joueurs peuvent suivre. Voilà, donc avec un malus. Et ça fait que tout le monde reste dans la partie tout le temps. Exactement. Et un truc qui est intéressant et intelligent, parce que j'y pensais, c'est que il y a des aliens qui sont des bots un peu au milieu du terrain. Bah, c'est les factions neutres. Les factions neutres. Souvent, par exemple, quand on joue à Eclipse 2, voilà, c'est Eclipse. Bah, quand on joue avec le bot, tout le monde s'en fout et c'est pas intéressant. Et c'est pour ça que je préfère y jouer à 6 à Eclipse pour qu'il n'y ait pas de bot. Là, ce qui est marrant, c'est que moi, je peux dire, hey, moi, je défends l'alien. Oui. Donc, du coup, je vais dépenser mes ressources ou pas. Le joueur qui a aidé les factions neutres va avoir des bonus. Donc, qui sont très intéressants. Qui sont très intéressants. Donc, il y a une forme d'interaction indirecte via les races exilées. Parce que concrètement, on est assez loin. On va peu ou pas faire de combat là. On n'a jamais fait de combat frontal. Ouais. Oui, mais aussi parce que c'est assez dangereux de faire du combat. Et il y a ça d'une part. Et d'autre part, en fait, on draft des factions aliens qui vont nous donner une asymétrie de pouvoir. Et les races exilées ont aussi des pouvoirs. Les races qu'on n'a pas pris. Voilà, les races des joueurs neutres. Comme Gozo X. Voilà, qui vont modifier le jeu, les règles du jeu. Soit quand on attaque les aliens, ces aliens neutres, soit globalement des conditions du style toutes les constructions vont coûter d'énergie en moins, etc. Alors, toi tu dis comme Gozo X, le draft inclut. Mais on peut le faire. Ça, oui, mais c'est dans la règle qui est prévue, ces deux races sont piochées au hasard, les deux races de joueurs neutres. Il n'y a pas une stratégie de je choisis cette race parce que je veux pas qu'elle soit ce qui crée toute la finesse de Gozo X. D'accord, bon, ça c'est pas. Mais ça pourrait être, effectivement, il faudra en parler à l'auteur pour qu'il adapte ça. Mais en tout cas, ça c'est intéressant. Il y a une case centrale qui s'appelle la case du Warp, avec un gardien. D'où le nom du jeu. D'où le nom du jeu. Et ce gardien va être pioché, choisi par le dernier joueur et va donner des bonus, des points de victoire quand on arrive à le battre, sachant qu'il est très fort. Va potentiellement, ça dépend des gardiens du Warp, donner des points de victoire quand on tient la position à chaque tour et va donner des points de victoire si on le contrôle à la fin. Donc là, vous avez un jeu qui est je me balade, je me développe, je développe mon plateau personnel. J'ai une case centrale avec des bonus, etc. Moi, le jeu, alors c'est très éloigné, mais le jeu auquel ça m'a fait penser, c'est Sight, en fait. Parce que Sight, vous avez cet aspect où il y a du combat, mais c'est finalement pas le nerf du jeu. Et au contraire, ça peut coûter très cher. Par exemple, moi j'ai gagné hier. J'ai pas fait de combat. Si, j'ai gagné. J'ai gagné de beaucoup. Je vous ai écrasé. J'ai gagné, j'ai pas fait de combat, moi j'ai fait que des défenses d'aliens, ce qui m'a donné énormément de bonus. Ouais, t'as combattu les aliens autour de toi. Oui, mais un petit peu, juste pour avoir un peu d'espace. Mais j'ai pas. Oui, tes missions n'étaient pas des missions guerrières. Voilà, que t'as rempli. Mais effectivement, vous avez cet aspect casse centrale avec un aspect King of Tokyo où quand quelqu'un l'occupe, on va l'attaquer parce qu'il va gagner beaucoup de points en fin de partie. Et une fois qu'un joueur atteint 9 points de mission à travers ses cartes mission, la fin se déclenche, on termine le tour en cours, il y a 3 tours complets. Et en fait, ça peut paraître beaucoup, c'est beaucoup, ça peut quand même permettre de revenir, donc ça c'est intéressant. Parce que vu que chaque action peut suivre, ça fait 3 x 4, ouais. ça fait potentiellement 12 actions en plus. Et en fait, j'avais un peu peur à la lecture des règles que ce soit très long. Le jeu m'a pas paru long du tout. Je pense qu'en première partie. Là, on a mis un peu de temps parce qu'en plus, il y a eu il y a eu des interruptions, puis on était dans les règles un peu tout le temps. Mais honnêtement, c'est un jeu, c'est ça qui est intéressant. Qui joue en 2-3 heures. Oui, même 2 heures, moi je dirais 2 heures. Et en plus, moi, typiquement, par exemple, j'en parlais à Pablo juste après parce que j'ai joué à Frosthaven avec lui. Typiquement, il peut pas jouer à Twilight Imperium parce que 12 heures, c'est trop long. Il a un niveau d'intention qui est pas assez haut pour ça. Et dans Twilight Imperium, tu as des objectifs fixes qui sont un peu compliqués à gérer. Là,
il y a des objectifs, si on les a piochés, si on en choisit 6, on en garde 3, donc on a une chose. Et en plus, il y a le marché des objectifs publics. Donc on a toujours une versatilité et on peut toujours faire quelque chose pour faire des points. Et du coup, 9 points, ça, moi personnellement, je me concentrais là-dessus et du coup, j'ai plus l'habitude de Twilight Imperium. C'est peut-être pour ça que j'avais de l'avance sur vous. Non, j'ai plus l'habitude de ce type de jeu, donc j'avais un peu un leg up. Mais concrètement, c'est un jeu qui pour tous les gens qui aiment faire ce type de jeu, mais qui ont peur des 12 heures et de ça, là en 2-3 heures ça se joue. Et plus on est nombreux, plus c'est long. C'est les maths. Hein, oui, là ça joue à 4 max avec 4. La boîte de base. Avec l'extension ça se joue jusqu'à 6. Oui, mais 4 ça me paraît très bien. Et j'ai envie de les jouer à 3, ça a l'air bien. Et 3 ça a l'air bien, je sais pas ce que ça donne à 2. Et en fait, moi, alors l'auteur du jeu a publié sur BGG, on mettra un lien, tout un guide stratégique en fonction des factions, ce qui donne envie de. Et comment jouer les factions, sachant que chaque joueur en joue 2. Donc il y a des synergies de pouvoir, ça donne envie de creuser en fait. Voilà, donc on a 2 pouvoirs asymétriques à chaque fois. Enfin 4 parce que chaque vient de. Mais franchement, merci Arnaud pour l'avoir recommandé. C'est Arnaud de parce que honnêtement, il passait sous le radar. Personne n'en a parlé, je n'ai vu. Et alors, on nous l'a, pour être transparent, c'est Intrafin nous l'a gentiment envoyé. On l'a demandé suite à la vidéo d'Arnaud. Suite à la vidéo d'Arnaud et l'article qu'il avait posté. Et donc on a joué et effectivement, je trouve que c'est une bonne surprise. C'est, entendons-nous, hein, pour moi, c'est pas le jeu du siècle. Mais c'est très plaisant et ça donne envie de creuser. Tu sens qu'il y a une rejouabilité qui est très forte. Et ça va plaire à plein de gens qui aiment les petits jeux de combat, et qui veulent pas s'embêter à faire des jeux de civilisation. C'est un jeu de civilisation qui joue en 2-3 heures. Parce que c'est un jeu de civilisation. Il n'y a pas d'extérieur. Oui, tu fais t'as pas de rebranchement technologique, mais. Oui, mais c'est un 4X, mais il n'y a pas d'extermination parce qu'il n'y a pas d'extermination. Bah si, il y a du combat. Oui, mais c'est pas ça que ça veut dire extermination. Extermination, c'est-à-dire que tu peux éliminer la personne du jeu. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Dans un 4X, tu peux potentiellement éliminer quelqu'un du jeu. D'accord, ok. C'est pour ça que les gens ils disent que Oath n'est pas un 4X alors qu'il y a de l'exploration, il y a 3 DX. Ok. Bref. 3DX. Il y a exploration. Ah non, je pensais 3DX, ok. Non, 18XX aussi, mais ça n'a rien à voir. Ok, on a fini nos 4 jeux. Alors maintenant, c'est l'update de la pile de la honte. Alors ça a un peu augmenté. On a un nouveau jingle. Hein. Je suis à 31%, donc j'ai un peu augmenté. Pourquoi? Alors j'ai joué à 2 jeux nouveaux. J'ai éliminé 2 jeux de ma pile de la honte ces derniers 30 jours qui sont Grand Austria Hotel et je sais plus quel était le deuxième. Bon, ça l'a marqué en tout cas. Ça m'a marqué. En fait, ce mois-ci j'ai fait peu de parties. Enfin, en tout cas, de peu de jeux différents, parce que je joue beaucoup à Exceed et à Flesh and Blood. J'ai invité lors de la dernière mission, en disant que je pouvais initier à Exceed. Jonathan m'a contacté, on joue la semaine prochaine, on s'éclate, c'est génial. Je joue ce soir à Flesh and Blood, je m'éclate, ça éclate mon portefeuille. Et en fait, j'ai reçu des jeux genre hier et aujourd'hui que j'ai pas eu le temps. Alors on nous a dit que oui, on voit que vous passez de la pub subtile derrière vous. En fait, souvent c'est les jeux auxquels je joue en ce moment ou que je viens de recevoir. Donc typiquement, j'ai reçu Millennium Blade. Alors je remercie Dr Slums, il est sur Discord. Le Discord de Meeple on Fire qui a dit vous savez, si vous aimez Level 99, il est sur Philibert. Je l'ai acheté. Donc j'ai acheté Trial of Indines Battlecon, qui est le système de combat voisin d'Exceed de Level 99. Je ferai peut-être un comparatif entre les deux. Ouais, il aime bien ça. J'aime beaucoup Level 99. For Glory, qui est un jeu de combat de gladiateur. Moi j'aime beaucoup les prisons turques aussi. Et Power Rangers, Go Power Rangers. Parce qu'en fait, moi j'ai vu le dernier film et c'est bien, c'est génial. Allez-y, regardez-le. Et je viens d'acheter Next Station Tokyo. Donc ça c'est Star Wars Deck Building mais avec Power Rangers, c'est eux qui l'ont fait avant. Piu, 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 piu. Je suis force rouge. Je suis force bleue. Je suis force bleue, blanc, rouge. Voilà, donc mais j'y travaille. Mais c'est vrai que à part ces jeux-là, j'achète quand même globalement beaucoup moins de jeux. Oui,
Moi, récemment, j'ai acheté que Turncoat parce que. Oui, parce que en fait, Turncoat t'a fait violer ton serment de dire. J'achète pas de Il a violé son oath Exactement. de J'achète pas plus acheter de jeux. Ouais, parce que c'est. En vrai, Parce que je les achète. oui, il les achète et honnêtement, en vrai, j'en rêvais la nuit de. De Turncoat. Ouais, du coup, et quand ça m'obsède parce que j'ai envie de voir comment gagner à ce Je jeu. m'éloigne un peu parce que tu m'inquiètes. Non, mais j'y pense, tu vois, c'est ça qui. Moi, un jeu que j'aime bien, c'est un jeu auquel je me refais les parties, je dis, ah tiens, si j'avais ça et ça. Et concrètement, c'est les 4 jeux que j'ai cités, j'y ai repensé pendant les semaines et ça, et j'essaie de me refaire les parties dans la tête et tout, et c'est ça qui est un bon jeu. Oui. Ouais, C'est ça, et c'est ça, ouais, ce que je disais sur Grand Austria Hotel, où c'est très cérébral, c'est peut-être celui auquel j'ai le moins envie de rejouer, parce que c'est pas à ce niveau-là que ça se... C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. c'est bon, il n'y a pas ce côté fun que j'ai à Exceed, que j'ai à Flesh and Blood, qu'on a sur Dune, qu'on a... Ouais. Parce que des fois, on a des jeux où on aime ensemble. Hein. Oui, ça arrive. Aussi improbable que ça puisse paraître, ça se produit. On joue de temps en temps ensemble. À défaut de dormir ensemble. À son vraiment regret. Eh bien, écoutez, à bientôt. Au revoir. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustave H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. She was dynamite in the sack, by the way. She was 84. I've had older. This was also when I met Agatha. She's charming. She's so charming. Is he flirting with you? Yes. I approve of this union. I became his pupil, and he was to be my counselor and guardian. The police are here. Tell them I'll be right down. She's been murdered, and you think I did it. Hey! Stop! You're looking so well, darling. You really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some. This is Madame D's last will and testament. To Monsieur Gustave H. I bequeath the painting known as Boy with Apple. Wow. What? Who's Gustave H? I'm afraid that's me, darling. If I learn you ever once laid a finger on my mother's body, living or dead... I go to bed with all my friends. We need to make a plan for your survival. Hide this. It's in code and you might need a magnifying glass to read it, but it tells you exactly where and how to find Boy with Apple. I'm a baker. I'm not a fence, if that's the term. I want roadblocks at every junction for 50 kilometers. I want rail blocks at every train station for 100 kilometers. Get in! I want 50 men and 10 bloodhounds ready in 5 minutes. You can't arrest him simply because he's a bloody immigrant. Take your hands off my lobby boy! Have you ever been questioned by the authorities? Yes, on one occasion. What? I was arrested and tortured by the rebel militia after the Desert Uprising. Right. Well, you know the drill then. Zip it. On va arrêter de clapper les mains, de l'inclure dans les vidéos. Je trouve ça tellement con, très bien. C'est notre marque de fabrique. Attends, je me recentre un peu. Ouais, parce que j'avais bien centré. Ok. Stop.